et de vous faire partager en accéléré l'épopée que nous avons vécue, nous qui traitons les patients atteints de mélanome depuis ces dernières années. Voilà à quoi ça ressemble, un mélanome, un grain de beauté un peu étrange, et dans 20% des cas, ça tourne mal, sous la forme de métastases qui peuvent aller comme ça dans la peau, mais qui peuvent aller aussi partout, dans tous les organes, et qui peuvent tuer les gens assez rapidement. C'est assez impressionnant de voir que tout peut partir d'une petite lésion qu'on a sur la peau, et les patients sont souvent très désarçonnés quand ils nous disent « Mais docteur, vous n'allez pas me dire que c'est ça, ce petit truc que je voyais, que j'avais sous mes yeux depuis des années, qui va m'emporter ». Et alors, si vous n'avez rien suivi sur le traitement du mélanome métastatique jusqu'à 2011, c'est pas grave, parce qu'il n'y a rien eu. On avait cette courbe de survie, vous voyez, dramatique, avec un quart des patients qui survivaient au bout d'un an, quoi qu'on fasse, en fait. On donnait des chimiothérapies qui étaient peu efficaces, ou pas efficaces, mais c'est bien difficile de ne rien proposer, et on faisait des essais cliniques, y compris des essais d'ailleurs d'immunothérapie, de vaccination. Mais à part quelques petits cas comme ça isolés où on avait l'impression d'avoir des réponses, rien ne fonctionnait. Et tout d'un coup, à partir de 2011, on a eu 2 avancées thérapeutiques très importantes. En parallèle, les choses se sont faites à peu près simultanément. On a eu d'un côté les thérapies ciblées, qu'il ne faut quand même pas oublier, même si ici on parle d'immunothérapie. Il faut savoir que dans 50% des cas, les mélanomes sont porteurs d'une mutation. Vous voyez ici, j'ai schématisé de façon très simplifiée l'intérieur d'une cellule tumorale. Et entouré en rouge, il y a cette protéine qui s'appelle BRAF, qui est codée par le gène du même nom et qui, dans 50% des cas, est mutée. C'est une enzyme qui, quand elle est mutée, est hyperactive. Et quand on bloque cette enzyme, on a un effet thérapeutique. Donc la première thérapie ciblée qui a été développée dans le mélanome, c'est un inhibiteur de BRAF et ça se prend par la bouche, ce sont des comprimés qu'on prend de façon continue. En parallèle, première immunothérapie qui a montré une efficacité de façon indiscutable avec les critères qu'on utilise de façon permanente en médecine, ce n'est pas des cas isolés, là vraiment sur la courbe de survie on voit l'effet, c'est l'immunothérapie en utilisant un inhibiteur de CTLA4. Je vais vous reparler un peu plus précisément du mécanisme d'action. Et si on regarde les courbes de survie qu'on a obtenues avec ces 2 thérapies, je vais vous montrer que c'est très différent. Ça, c'est avec la thérapie ciblée. La première fois qu'on a publié ces résultats, en haut, vous avez le vemurafenib qui est la thérapie ciblée et en dessous, la dacarbazine qui est la chimiothérapie. Et vous voyez tous ces petits points-là, tous ces petits traits horizons verticaux qui sont les événements de censure. Ça, c'est une courbe qui est encore très immature parce qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas encore atteint suffisamment longtemps. Mais statistiquement, c'était significatif et on savait que la différence allait rester significative. Et vous voyez ces métastases qui disparaissent et ça peut disparaître très rapidement. En thérapie ciblée, ça peut en 15 jours diminuer de façon évidente comme ça. C'est un peu miraculeux. Sauf que si on continue et si on regarde la courbe avec un délai beaucoup plus long, un suivi beaucoup plus long, vous voyez que le hazard ratio va passer de 0,37 à 0,80. Donc la diminution du risque de décès, elle diminue au fil du temps. Elle n'est que de 20% quand on regarde les patients beaucoup plus tard. Et malheureusement, on a ce genre de scénario extrêmement pénible avec des patients qui récidivent. Et d'ailleurs qui récidive, vous voyez, presque partout là où il y avait des métastases, qui sous-entend qu'il restait à chaque endroit des cellules persistantes prêtes à repartir. Et c'est le drame un peu des thérapies ciblées, c'est ces récidives qui surviennent, donc avec les inhibiteurs de BRAF en monothérapie, après 6 mois, la moitié des patients ont déjà récidivé. Mais alors, l'immunothérapie avec les inhibiteurs de checkpoint ou de points de contrôle immunitaire, ça a été vraiment un tournant donc grâce à ces personnes. Donc, on a parlé de James Allison et de Tasuku Honjo. Il y avait aussi Gordon Freeman et Clive Wood qui ont été vraiment à l'origine de la découverte et de l'application ensuite de ces traitements découlant de ces découvertes.
Et je pense que beaucoup de gens connaissent le mécanisme, on peut le schématiser quand même rapidement, le rappeler. Si vous avez un mélanome ici dans la peau, avec des antigènes dérivés de ce mélanome qui vont être amenés par des cellules présentatrices d'antigènes qui vont voyager par les lymphatiques afférents dans la zone T dépendante du ganglion sentinelle, ici, du ganglion de drainage. Il va se passer ça dans la zone de présentation de l'antigène, avec une présentation dans le contexte du complexe majeur d'histocompatibilité, avec la co-stimulation positive, et puis au bout de 2 jours à peu près, il va y avoir une espèce de contre-régulation pour calmer un peu ce lymphocyte qui est très activé et qui va proliférer, sécréter des cytokines. Et cette contre-régulation, enfin ces récepteurs négatifs qui vont donner un signal négatif sont ici principalement schématisés par l'interaction entre CTLA4 et CD80, CD86 sur la cellule présentatrice d'antigènes. Et quand on bloque avec un anticorps anti-CTLA4, on va en fait empêcher cette inactivation et créer donc une activation aspécifique de ce système immunitaire, donc aspécifique parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne s'applique qu'aux antigènes dérivés des tumeurs, ce qui explique bien pourquoi on a également des effets secondaires parfois un peu ennuyeux, parce qu'on active donc le système immunitaire un peu partout. Et puis quand ce lymphocyte qui a eu cette rencontre avec cet antigène, qui a acquis sa mémoire immunologique, va aussi d'ailleurs à sa surface acquérir des molécules d'adhésion qui vont lui permettre, à la différence des lymphocytes naïfs qui circulent seulement entre le sang et les organes lymphoïdes, ce lymphocyte activé, il va pouvoir sortir par d'autres endothéliums dans d'autres organes, rencontrer à nouveau les cellules tumorales si elles sont métastatiques dans d'autres organes, et là, à nouveau être activé, puis des mécanismes encore de régulation négative. Ici, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui a été bien identifié, via l'interaction entre PD1 sur le lymphocyte et les ligands, dont PDL1, sur les cellules tumorales ou d'autres cellules d'ailleurs du système immunitaire. Et quand on bloque avec un anti-PD1, ici encore, on va bloquer un frein physiologique et on va activer le système immunitaire. Donc, ça, c'est donc le pendant, je dirais, de la thérapie ciblée en monothérapie avec la première génération d'immunothérapie, c'est l'anticorps anti-CTLA4. Donc ici, on injecte en intraveineux et on fait 4 injections séparées de 3 semaines. Il faut savoir qu'on n'a pas essayé 40 000 différents modèles d'administration. C'est ce qui a été testé au début, c'est ce qui a donné des bons résultats. Et vous voyez cette courbe tout à fait différente, presque en miroir, avec très peu d'effets initialement. On a beaucoup de décès au début, mais on a ce plateau, on parle beaucoup maintenant du plateau de la courbe. C'est-à-dire que quand on traite quelqu'un par ipilimumab et qu'il est encore vivant à 3 ans, qu'il a répondu, on a de fortes chances de trouver encore cette personne vivante après plusieurs années. On a maintenant des gens qui ont reçu de l'ipilimumab, 4 injections, parfois même pas 4 parce que la toxicité est telle qu'on peut parfois ne pas administrer les 4 injections, et qui sont vivants 10 ans après. Donc, un énorme progrès, et au terme de cette première étape, je vous donne les taux de réponse. Vous voyez que c'est très différent. Avec les thérapies ciblées, c'est la moitié des patients qui ont une réponse, c'est-à-dire une diminution évidente de la taille de leur métastase, alors qu'avec l'ipilimumab, c'est très peu. On parle aussi en cancérologie de PFS, Progression Free Survival, la survie sans progression médiane, ce qui n'est pas toujours un très bon critère quand on parle des immunothérapies. Donc de 6 à 8 mois pour l'un et de 3 mois pour l'autre, mais c'est normal, l'ipilimumab marche sur la majorité des patients, ne marche pas. En revanche, cette survie médiane de 1 an qui s'applique à un petit nombre de patients avec l'ipilimumab. Le problème, c'est qu'on est toujours aujourd'hui incapable de prévoir à l'avance qui va répondre à l'ipilimumab. Ensuite, deuxième génération, on était en 2011, en 2014 arrive sur le marché une nouvelle vague, aussi bien en thérapie ciblée qu'en immunothérapie. Et en thérapie ciblée, on s'est aperçu que quand on combine 2 thérapies ciblées, anti-BRAF et anti-MEK, MEK étant l'enzyme qui est juste en aval de BRAF, on fait beaucoup mieux. On fait beaucoup mieux, et ici il y a 3 essais randomisés qui sont montrés, les résultats matures de 3 essais randomisés. À chaque fois, la courbe du haut, c'est monothérapie anti-BRAF. La courbe du haut, pardon, c'est double thérapie anti-BRAF, anti-MEK, et la courbe du bas, c'est anti-BRAF en monothérapie, et on diminue aussi très significativement le risque de décès.
de 30 à 37%, et on arrive à des survies globales de 33 mois, alors que je vous rappelle qu'avant 2011, on était à moins d'1 an. Et en parallèle, deuxième génération d'immunothérapie, si je peux appeler ça comme ça, c'est les anticorps anti-PD1. En fait, ils font mieux que les anticorps anti-CTLA4. Déjà, ils font beaucoup mieux que la chimiothérapie. Ici, vous avez la chimiothérapie versus un anticorps anti-PD1, qui est le nivolumab. Et ici, vous avez 2 anticorps anti-PD1 à 2 doses différentes qui font exactement le même effet, versus l'ipilimumab, qui était devenu en fait le vrai contrôle. Et on a 2 essais positifs. Donc, les anti-PD1 ont devancé les anticorps anti-CTLA4, sont plus efficaces. Les taux de réponse, au lieu de 12%, avec les anti-PD1, on est à 40%, donc ça devient quand même bien meilleur. Les survies sans progression médiane sont toujours pas très brillantes, mais comme je disais, c'est pas un paramètre important. Il faut regarder la survie médiane, il faut regarder le plateau de la courbe, et on est à 33 mois. Mais regardez, on est aussi à 33 mois avec les thérapies ciblées combinées. Alors c'est vrai qu'en moyenne, on a des réponses qui semblent individuellement pour chaque patient plus longues avec les immunothérapies, mais il ne faut pas oublier que tout le monde ne répond pas aux immunothérapies. On est quand même content d'avoir d'autres thérapies. En revanche, je vous rappelle que les thérapies ciblées anti-BRAF ou anti-BRAF et anti-MEK ne peuvent marcher que si on est porteur d'un mélanome avec mutation de BRAF, ce qui ne représente que la moitié des patients. Maintenant, si on résume tout ça, j'aime bien montrer cette courbe parce que au bout d'1 an, si on met, nous projetons ici en première ligne de traitement chez des patients atteints de mélanome métastatique. En bleu, en bas, on a la chimiothérapie. En orange, on a les anticorps anti-CTLA4. Ensuite, on a 2 courbes rouge foncé, rouge clair qui sont anti-PD1 avec ou sans l'anti-CTLA4. Et en vert, on a les courbes de thérapie ciblée, monothérapie en vert clair ou bithérapie en vert foncé. Et là, quand on regarde au bout d'1 an, on a encore les thérapies ciblées combinées qui ont l'air au-dessus, qui sont plus performantes. Mais si on suit les patients, on suit cette courbe au cours du temps, on s'aperçoit qu'au bout d'une quinzaine de mois, il y a un croisement des courbes. Et les 2 courbes qui contiennent un anti-PD1, qu'ils soient seuls ou combinés, font mieux. Et cette courbe à elle-même répond à la question qui m'est toujours posée, de savoir si j'ai un patient avec une mutation de BRAF, est-ce que je vais donner comme premier traitement une immunothérapie ou une thérapie ciblée ? Eh bien, si le patient n'est pas rapidement menacé par des métastases qui sont partout ou qui vont comprimer sa moelle ou un organe vital, on va plutôt donner une immunothérapie parce qu'on va espérer que le patient va faire ce chemin-là, va vivre assez longtemps pour être dans ces courbes. Alors attention, on utilise des médicaments potentiellement toxiques et c'est évident de comprendre que les toxicités liées aux immunothérapies ne sont pas du tout les mêmes que celles des chimiothérapies ou des thérapies ciblées. On a affaire là à une activation parfois difficilement contrôlable du système immunitaire. On crée parfois avec l'ipilimumab presque des maladies de Crohn expérimentales, des maladies inflammatoires du tube digestif, beaucoup d'éruptions cutanées qui sont en général pas trop problématiques, des atteintes du poumon, des pneumopathies de type immunoallergique, surtout avec les anti-PD1, rarement, mais de façon classique. Des atteintes ici de l'hypophyse qui peuvent donner une insuffisance hypophysaire rapide et brutale qu'il faut savoir diagnostiquer vite. Moi, je suis très effrayée par les effets secondaires neurologiques, qui sont rares, heureusement, mais on a des espèces de syndrome de Guillain-Barré, des encéphalites bizarres, et c'est imprévisible. Et évidemment, ça fait peur. On donne des corticoïdes, un peu comme un antidote. On donne parfois des immunosuppresseurs plus puissants. Heureusement, la plupart des effets secondaires sont contrôlables, sont réversibles, mais quand on a détruit sa thyroïde, par exemple, on a à peu près dans 10% des cas une atteinte de la thyroïde avec les anticorps anti-PD1, on donne une hormonosubstitutive aux patients toute leur vie. Idem quand on a une grande hypophysite, on se retrouve avec une insuffisance hypophysaire chronique. Plus grave quand il s'agit d'un diabète de type 1, ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive aussi. Bon, il faut connaître cette toxicité, savoir la reconnaître rapidement, bien informer les patients de ne pas attendre chez eux tranquillement s'ils ont la diarrhée.
parce qu'il y a eu, notamment au début, des perforations coliques sur des colites très graves. Donc, une toute nouvelle toxicité qu'il faut reconnaître. Autre chose qu'on a apprise avec ces médicaments, ici je vous montre une femme qui avait cette lésion là dans le creux inguinal et puis une métastase hépatique. Et on avait appris avec l'ipilimumab que parfois les lésions non seulement ne répondaient pas tout de suite, on peut bien comprendre qu'il y a un délai d'action, ce n'est pas un effet direct, mais parfois même les lésions grossissent initialement, peut-être du fait d'une inflammation, d'un recrutement de cellules inflammatoires. Mais regardez cette patiente au bout de moment où on doit l'évaluer normalement pour savoir si on la laisse dans l'essai clinique ou pas, eh bien, elle se trouve avec une métastase énorme, vraiment difficile à regarder, une grosse métastase dans le foie qui a grossi. Et là, on lui a dit, écoutez, madame, on a les moyens, si vous voulez, de vous laisser dans cet essai clinique. Il faut dire qu'on n'avait rien d'autre de formidable à lui proposer, donc il peut s'agir peut-être de ce qu'on appelle peut-être une pseudo-progression ou un effet retardé. Elle allait bien, cette dame. C'est important aussi de voir comment les gens se portent sur le plan général. Elle était en bonne forme malgré ça. Et elle était courageuse. Elle a dit, d'accord, on y va. Et regardez, en fait, tout a disparu. On a laissé le même traitement. Elle était traitée par un anticorps anti-PD1 en monothérapie. Et cette femme s'est retrouvée en réponse complète. On a même pu arrêter le traitement. Je vais vous reparler des arrêts du traitement. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau qu'on a appris. On a même créé des nouveaux critères d'évaluation. C'est-à-dire que maintenant, quand les métastases grossissent, on a besoin d'un scanner de confirmation pour être sûr que c'est une vraie progression. Alors, les patients, évidemment, sont intéressés de savoir si on peut guérir maintenant. Parce que nous, on dit tellement que ça a progressé. D'accord, mais est-ce que je vais guérir ? Alors, les réponses sont un peu indirectes. On a fait une énorme phase 1, la phase 1 de développement du pembrolizumab a inclus 655 patients. C'est du jamais vu. C'était tellement incroyable les résultats que les cohortes ont été agrandies et que MSD, qui était bien intelligent, les gens qui faisaient le développement de cette drogue se sont dit on va peut-être enregistrer sur la phase 1. Et c'est ce qui s'est passé. C'est quand même exceptionnel. Donc une phase 1 avec 655 patients. Maintenant, on a 5 ans quasiment de recul. Et on avait des patients qui avaient répondu complètement. Et donc certains qui étaient tout à fait contents du résultat nous ont demandé d'arrêter le traitement. Et au début, tous les investigateurs, on était un peu pris de court parce qu'on n'avait jamais arrêté un traitement de mélanome métastatique, puisqu'en général, c'était soit jusqu'à progression, soit jusqu'au décès, soit jusqu'à la toxicité. Et là, on a bien réfléchi, on a discuté avec les sponsors MSD et on s'est dit, d'accord, si on est sûr de pouvoir retraiter avec le même médicament qui n'était pas encore disponible, essayons d'arrêter. Moyennant quoi, on a 67 patients qui ont arrêté pour cause de réponse complète. Et quand on regarde maintenant ces patients, maintenant on a un peu plus même, on a 5 ans de recul, plus de 90% d'entre eux sont encore en réponse complète, sans traitement, ce qui est quand même génial. Qu'est-ce qu'on veut de mieux que ça ? Alors évidemment, il y en a quelques-uns qui ont récidivé. Sur les quelques-uns qui ont récidivé, quelques-uns ont été retraités. Il y en a trop peu pour que je vous dise si ça répond de façon... Enfin, on ne peut pas donner un pourcentage. Mais c'est quand même extrêmement encourageant et c'est complètement nouveau pour nous de pouvoir arrêter le traitement. Et ce n'est pas le cas avec les thérapies ciblées. C'est quand même une grosse différence. Si on arrête des thérapies ciblées, les patients vont récidiver. Alors, ça fait une grosse différence. Quand on regarde les résultats, qu'on les compare, je vous ai montré tout à l'heure la courbe qui était un peu au-dessus, c'est la combinaison anti-CTLA4 plus anti-PD1. Donc les médicaments s'appellent nivolumab, ipilimumab. Et là, je vous montre ces courbes. En fait, donc chaque trait est un patient. J'aurais peut-être mieux fait de mieux l'expliquer au début. Chaque trait est un patient. Là, on a le temps. Et là, je vous montre les patients qui sont encore sous traitement et en rouge quand ils ont arrêté le traitement. Ce sont des patients en réponse complète. Et vous voyez ici, il y a beaucoup plus de gens qui ont arrêté le traitement quand ils ont eu la combinaison. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient en réponse complète qu'ils ont arrêté le traitement. C'est parce qu'ils ont présenté une toxicité très importante. Parce que cette combinaison, elle est un peu plus efficace, un petit peu plus, mais elle est extrêmement plus toxique. C'est-à-dire que 60% des patients qui reçoivent cette combinaison font des effets d'ordre immunologique très importants. Et dans 40% des cas, on est obligé d'arrêter le traitement. Mais on arrête le traitement à cause de la toxicité, mais n'empêche qu'ils répondent. Ils gardent leur réponse.
Ça veut dire que nous, il faut encore qu'on travaille sûrement sur les doses, les designs des essais cliniques. Probablement, on donne des doses trop fortes ou des doses trop rapprochées. Il va falloir qu'on améliore ça pour qu'on trouve la meilleure façon, à un moindre prix en termes de toxicité, d'obtenir ce même genre de réponse complète. Alors on est très heureux, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a encore beaucoup de patients qui décèdent. Et à 2 ans, on a 35% de nos patients qui sont morts, et c'est du fait des résistances primaires, c'est-à-dire les patients qui ne répondent pas du tout dès le début. Dans ces populations de patients, on a beaucoup de patients qui ont des métastases cérébrales multiples. C'est des patients qui sont très difficiles à traiter, on n'a pas trop le temps. Ou des patients qui ont des taux d'enzymes LDH, lacticodéshydrogénase, très élevés, qui rendent compte d'une part de la masse tumorale, mais aussi du métabolisme des cellules. Et là, il n'y a pas eu de progrès, en fait, pour ces populations de patients. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Et puis, on a toutes les résistances secondaires. Alors, les résistances secondaires, c'est très important à étudier. Il y a énormément de travaux et d'équipes qui travaillent pour essayer de comprendre ces résistances primaires ou secondaires et de les déjouer. Et je ne vais pas du tout avoir le temps de les passer en revue. Je voulais juste vous dire qu'une des façons de les comprendre, c'est de travailler sur les biomarqueurs, d'essayer d'avoir, nous, déjà à l'avance, des marqueurs qui vont nous dire, pour ce patient-là, il faut vraiment donner une double immunothérapie, sinon il ne va pas répondre à la monothérapie anti-PD1, ou ce patient-là ne va pas répondre à la thérapie ciblée, il va répondre à l'immunothérapie. Et il y a beaucoup de pistes extrêmement intéressantes. L'expression des molécules qui sont les ligands, par exemple PDL1, c'est pas parfait comme marqueur. Ça peut aider dans le mélanome, c'est pas vraiment très aidant parce que c'est un marqueur hétérogène. On sait que s'il y a des cellules T au début, et ça on le sait d'ailleurs en partie grâce aux travaux de plusieurs de mes collègues ici, s'il y a des lymphocytes CD8 en place initialement, c'est beaucoup mieux, mais parfois ça suffit pas. La charge mutationnelle, c'était considéré comme quelque chose de plutôt péjoratif quand on était dans les thérapies ciblées, les chimiothérapies. Maintenant, on s'aperçoit que plus il y a de mutations, plus on a de chances d'avoir peut-être, à la faveur de cette instabilité génétique, quelques néo-antigènes qui vont être reconnus par le système immunitaire. Et finalement, les cancers qui ont beaucoup de mutations ont l'air de répondre mieux aux immunothérapies. Il y a certainement le background génétique, ça c'est évident, il y a des travaux là-dessus, mais on n'a pas encore vraiment trouvé des pistes très, très fortes qui peuvent nous aider en pratique. Et il y a beaucoup de signatures d'ARN qui ne sont pas non plus utilisables en pratique. Il y a des signatures, donc s'il y a une signature dite interféron, signature d'activation immunologique, on va avoir plus de patients qui répondent aux immunothérapies, mais aussi plus de patients qui répondent aux thérapies ciblées. C'est plutôt des facteurs de bon pronostic. Aujourd'hui, il y a énormément de choses intéressantes, mais rien n'est utilisable pour un patient donné en pratique, pour lui donner le traitement le meilleur, et on est encore un peu dans le noir. Alors, combiner les thérapies ciblées et les immunothérapies, ça a l'air un peu évident. On se dit, super, on va avoir les thérapies ciblées, 70% de réponse, et après l'immunothérapie, le plateau. C'est pas si simple, on a fait des essais, c'est assez toxique, très toxique, donc il faut trouver les bonnes combinaisons. On n'a pas encore les résultats de tous ces essais cliniques, et surtout, il faut attendre, parce que les résultats sont déjà très bons avec les thérapies ciblées, donc il faut qu'on attende de voir ce qui va se passer par la suite. Juste un exemple, un essai clinique qu'on a réussi à monter avec l'EORTC, qui n'a pas été facile à monter parce qu'il fallait mettre 2 compagnies l'une avec l'autre, c'est de donner la thérapie ciblée pendant un temps limité et de suivre après avec l'immunothérapie, parce que donner tout en même temps, c'est peut-être pas la meilleure chose. Et on compare avec l'immunothérapie pour voir si on obtient mieux en donnant une faible durée de thérapie ciblée. Et enfin, il y a des nouvelles cibles. Alors, il y a beaucoup de nouvelles cibles, il y a beaucoup d'essais de phase précoce, notamment des combinaisons avec des cibles de l'immunité innée. Il y a eu des publications récentes très intéressantes avec des agonistes de TLR9 qu'on injecte directement dans les tumeurs, puis associés à des inhibiteurs de checkpoint comme l'ipilimumab ou l'anti-PD1. Donc, ce sont des essais en cours. Nous, au laboratoire, on travaille beaucoup sur l'initiation de la traduction des ARN en protéines, et on a des résultats intéressants aussi bien
dans les résistances aux thérapies ciblées que dans les expressions des ligands, des checkpoints du système immunitaire. Donc il y a une très active recherche dans ce domaine. Et en conclusion, oui, on a fait des progrès énormes. Enfin, la communauté internationale a fait des progrès énormes au cours des dernières années. Il y a un vrai espoir de guérison. Moi, je peux vous dire que les jeunes femmes, je leur fais garder leurs ovocytes maintenant, alors que je ne l'aurais jamais fait avant. Parce que bon, on peut garder du sperme, c'est pas très difficile, mais des ovocytes, c'est quand même plus compliqué. Et ben, on le fait parce qu'on se dit, peut-être qu'elle va être parmi ceux qui vont répondre complètement. On arrêtera le médicament. Et il y a des patients pour lesquels on n'a fait aucun progrès. Les LDH élevés, les métastases cérébrales, et donc il faut continuer à chercher. Il y a beaucoup de recherches pour trouver des marqueurs prédictifs. Et puis maintenant, là on parlait du stade métastatique, donc 20% des cas, mais maintenant ces drogues, aussi bien thérapie ciblée qu'immunothérapie, ont démontré leur efficacité à des stades plus précoces d'avancement de la maladie. Quand on a enlevé les métastases ganglionnaires et qu'on a peur d'avoir des métastases apparaître à droite ou à gauche, on donne un traitement qu'on dit adjuvant. Et ces traitements sont efficaces aussi en adjuvant, même voire en néo-adjuvant, avant d'opérer. Donc on est en pleine révolution, on est content, mais pas complètement satisfait, parce que vous voyez qu'il y a encore du travail. Je vous montre ici les collègues qui travaillent avec moi, en haut en clinique et en bas au laboratoire. Et notamment, je voudrais citer Stéphane Wagner, qui est là et qui dirige l'équipe de recherche avec moi. Merci bien.